Deuxième conférence, nous sommes allés chercher une personnalité, une personne qui est en phase avec les objectifs et la vision de l'association African Golden, qui est de promouvoir les ressources africaines. Parce que nous estimons que l'Afrique est riche de ses hommes, riche de ses filles, riche de ses compétences, riche de la chaleur humaine. Il faut permettre à ce que les jeunes Africains voient ces personnes à l'œuvre. Pour celui qui sera le conférencier du jour, si je devais le présenter, je dirais succinctement qu'il est administrateur de plusieurs structures au Sénégal, dont le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose, le Musée des civilisations noires de Dakar. Il est par ailleurs le président du comité de lecture du Fonds de développement des cultures urbaines, également président technique de la présidence de la République du Sénégal. Mais au-delà de tous ces titres et de toutes ces fonctions, il est poète et conteur. Je dis bien au-delà parce que c'est ce qui caractérise l'homme. Il a bien voulu se décharger un tant soit peu de son agenda si chargé pour venir ce soir partager avec vous autour du thème jeunesse, patrimoine immatériel et leadership jeune. Parce qu'on va du principe que pour assumer un leadership jeune, il faut que la jeunesse soit consciente et puisse maîtriser son patrimoine culturel. Et ce sera l'objet de sa communication. Je vais ici, sous vos ovations, inviter le professeur Massamba Gueye à nous rejoindre. Merci Massamba Gueye de nous rejoindre. Je vais maintenant donner la parole au président de l'association African Golden pour dire un mot avant que le conférencier ne soit amené à prononcer sa communication. Merci à vous d'être ici ce soir. African Golden, c'est une association qui travaille pour œuvrer à l'éclosion des consciences, à l'émancipation de la jeunesse africaine, mais aussi à la prise de conscience, d'estime de soi que nous sommes en tant qu'Africains. Effectivement, depuis, je dirais, très longtemps, on parle de l'Afrique sous son aspect pécunier, sous son aspect de ressources intarissables, sous son aspect de forêt verte, sous son aspect de pays aurifères, etc. Mais jamais on ne parle de la ressource humaine qui peuple cette Afrique-là, des hommes et des femmes qui constituent cette Afrique. Et donc nous, on veut mettre un accent sur ça. Notre terre n'est pas seulement riche dans son sous-sol, mais notre terre aussi est riche à travers les femmes et les hommes qui peuplent ce continent-là. Et donc je remercie Massamba Gueye d'avoir accepté cette conférence. C'est une chance pour nous de l'avoir ici. J'ai connu personnellement Massamba Gueye il y a de cela quelques années. On m'a parlé de Massamba dans les rues de Paris avant que je ne débarque au Sénégal, avant de le rencontrer personnellement. Et quand vous connaissez Massamba Gueye, il est saisissable en dehors des frontières du Sénégal, mais rarement à l'intérieur du Sénégal. Sarré a eu beaucoup de chance de l'avoir quand il était à Dakar. C'est un homme vraiment occupé, mais qui est toujours disponible pour échanger et travailler à l'émancipation du continent africain. Un grand défenseur du patrimoine africain, des valeurs africaines. Je l'ai toujours vu au front, que ce soit dans des festivals ou encore dans des rencontres littéraires un peu partout. Je l'ai toujours rencontré au front, toujours prêt à défendre les valeurs et la culture africaine. C'est un homme à la tête pleine que nous avons ici ce soir et je vous demande de l'écouter attentivement et de nous permettre justement d'échanger avec lui. Merci. Donc nous allons accorder 20 à 30 minutes à Massamba Gueye qui va justement nous entretenir sur le thème une fois de plus, jeunesse, patrimoine immatériel et leadership jeune. Massamba, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci Lionel. Merci mon frère forgeron Issoufou. Voilà, c'est un énorme plaisir d'être là et de revenir dans ce pays qui est foncièrement le mien pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Mais je pense que pour ceux qui savent la présence des deux personnes à mon côté, mais surtout la présence de KPG en face de moi, signifie beaucoup de choses. Je ne parle pas de Joseph Bamogo. Je connais cette salle-là. J'y ai joué Ragandé avec toi, ici, dans cette salle. J'y reviens en tant que conférencier. Et comme vous l'avez dit,
la plus belle des choses que nous avons en Afrique, ce sont les Africains. J'entends dire dans certains pays, ces pays seraient beaux sans leur population. Mais l'Afrique n'est belle qu'avec les Africains. Totalement africanisée. Et je me réjouis de la présence du chef, qui symbolise pour moi la présence de l'Afrique. La véritable Afrique, l'Afrique à laquelle nous avons conféré l'administration de notre destinée. Donc cette chefferie traditionnelle est là, et pour moi, c'est le Mogonaba qui est là, parce que c'est l'institution qui est là. Je voudrais, même s'il est absent, saluer mon ami et frère, Larley, qui nous fait l'honneur de nous appeler tout le temps, même quand on est à Dakar, et qui nous a fait l'honneur aussi de nous appeler ce matin pour nous faire ses prières et nous dire sa sympathie. Mais je voudrais aussi saluer mes collègues enseignants de la radio scolaire qui sont là. Je voudrais vraiment saluer aussi les diplomates sénégalais, mais saluer particulièrement les jeunes qui sont là parce que j'ai fait ce voyage pour vous. Lionel l'a dit, j'ai fait ce voyage parce que je savais que j'allais vous rencontrer. Vous connaissez bien le proverbe. Ce sont les jeunes arbres dont on peut redresser le tronc. Mais les baobabs déjà installés, on ne peut que goûter aux feuilles et prier devant. Mais on ne peut plus toucher au tronc. Et je pense que ce tronc malléable-là, il est là. Je vous entends dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la salle. Non, la qualité du public ne dépend pas du nombre. Hein. Dépend de la qualité des personnes. Il n'y a que des bonnes personnes qui s'extirpent du brouhaha pour venir écouter une conférence. Pour moi, c'est suffisant, hein, ça. Parce qu'on ne les a pas transportés. Je sais qu'on aimerait, pour nos images, avoir une salle pleine, mais bon, on pouvait remplir la salle, hein, on pouvait aussi tricher, remplir la salle, louer des personnes. Mais nous, on n'est pas des politiciens. Est-ce que vous me permettrez d'être debout pendant les 20 petites minutes que j'ai? Vous me permettrez d'être debout? Ok, parce que je suis plus à l'aise. Je suis un compteur, donc je suis plus à l'aise debout qu'assis. Donc, excusez-moi. Excusez mon indiscipline administrative, Monsieur le Président. Excusez-moi si, à la fin de mon intervention, si je ne dis pas grand-chose. Je n'avais donné aucune garantie de dire des choses importantes. J'avais juste dit que je viendrai et que je vous parlerai. La qualité de ce que je vais dire dépendra de votre écoute. Parce qu'en Afrique, celui qui parle ne parle pas. C'est ceux qui écoutent qui donnent sens à sa parole. Que parler est un art difficile. Vous savez, on a dit à la parole de quoi tu souffres. La parole a dit, je souffre de 3 choses. D'être dite quand il ne faut pas me dire, d'être dite où il ne faut pas me dire, et d'être dite quand il ne faut pas me dire. Vous savez bien qu'on ne peut pas raconter un enterrement dans un hôpital. On ne peut pas être au chevet d'un malade et lui raconter l'enterrement qu'on vient de vivre. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon lieu. On ne peut pas aller dans une prison et raconter les vols qu'on a commis dans sa vie. Et à un homme qui vient de part de sa femme, on ne raconte pas la beauté de la nuit qu'on vient de passer avec la nôtre. Donc la parole souffre de ces 3 choses-là, mais ici nous sommes dans le lieu où il faut dire la parole, parce que c'est un lieu de spectacle. Nous sommes dans le pays où il faut dire la parole, parce que nous sommes au cœur du mandat, au cœur de l'oralité. Et c'est le moment de le dire, parce que nous sommes entre la fin de la journée et le début du crépuscule. C'était le temps où, en Afrique, les jeunes se préparaient à écouter la transmission. C'est un moment fatidique, c'est un moment où on interdisait déjà aux jeunes de sortir et aux enfants de sortir. Vous savez bien que pour protéger l'intégrité de l'enfant, il y a des moments où il était interdit à cet enfant de sortir. C'était les moments fatidiques, ce qu'on appelle les transitions des phénomènes atmosphériques. C'était vers 10 heures, l'après-midi vers 14 heures et au crépuscule. Mais derrière les interdits, on mettait des menaces. Mais que faisons-nous de ces interdits? Aujourd'hui, si on est un jeune Africain et qu'on est en face du monde, quel discours est-ce que nous portons au monde? Est-ce que c'est un discours qui nous dit ou est-ce que c'est un discours qu'on nous a dit de dire? Ce sont les questions que nous allons poser. Est-ce que c'est l'école occidentale qui a fait de nous des gens capables de réfléchir
Ou est-ce qu'avant la venue de l'école occidentale, il y avait des stratégies d'implémentation de pouvoir et de savoir qui faisaient que les jeunes étaient compétents? On prendra quelques cas. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, quand on parle à des jeunes Africains, qu'ils ne parlent et ne réfléchissent qu'à partir des dissertations qu'ils ont apprises à l'école. À chaque fois qu'un Africain est en face d'eux et leur parle, ils lui disent ben non, 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 vous êtes trop ancien. Oubliant que lui qui parle, il est déjà ancien. Parce que dès qu'on fait un jour sur terre, on est plus ancien que le bébé qui vient de naître. Comme disait ma mère, personne n'est vilain, il suffit juste de savoir où se placer. Ne te place pas devant les personnes qui sont plus belles que toi. Si tu veux être beau, va vers les personnes dont la beauté peut équivaloir à la tienne et n'éclipsera pas tes qualités humaines. En Wolof, on dirait qu'on l'embouillatay d'Ago Fan le Nobé. Sous-titrage, celui qui n'a pas de femme qui l'aime, c'est de sa faute. Il n'avait qu'à aller du côté des femmes qui l'aiment, pas courir derrière les femmes qu'il aime. Alors la problématique que nous posons, c'est jeunesse, patrimoine immatériel et leadership jeune. Mais c'est quoi le patrimoine immatériel? C'est ça la question. Est-ce que c'est notre substrat culturel? Est-ce que c'est notre vécu quotidien? Ou est-ce que c'est une civilisation d'emprunt? Quand on parle de patrimoine immatériel, il faut toujours se référer à un texte fondamental qui est la Convention 2003 pour l'UNESCO. Cette Convention 2003 pour la sauvegarde et la transmission du patrimoine dit ceci de très simple. C'est le texte sur lequel nous sommes tous d'accord en tant qu'experts du patrimoine, que le patrimoine immatériel est vivant et vivace. Il n'est pas arrêté dans le temps. Et pourtant, tous les jeunes Africains, dès qu'on leur parle de patrimoine immatériel, disent « ça, c'est les anciens ». Non, le patrimoine immatériel, il est vivant. Il est de 2021. Il est ce qu'il est en 2021. Il est différent du substrat culturel. Le substrat culturel, c'est la base qui explique les fondations de votre démarche culturelle. Si aujourd'hui, pour faire un mariage dans une famille morée, on va à l'église après les libations traditionnelles, ce ne sont pas que les libations traditionnelles qui sont son patrimoine immatériel. Le fait de placer l'église un jour ou 2 jours avant n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes mondiales. C'est spécifique à ce terroir-là. Ça intègre son patrimoine culturel immatériel. Et le patrimoine culturel immatériel, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Combien de libations sont faites à base de vin, de palme parfois, ou dans une bouteille? Est-ce que ça bloque l'efficacité de l'évocation ou de l'invocation? Pas forcément. Donc le patrimoine culturel immatériel, on règle d'abord cette question, vous et moi. Ce n'est pas des vieilleries dans des armoires de grands-pères, coincés dans une époque qui n'a pas avancé. C'est ce que vous vivez, vous et moi. Quand jeune de 17 ans, vous rencontrez un autre jeune de 17 ans, Paul ou forgeron ou moré, et que vous appliquez le cousinage à plaisanterie. C'est votre patrimoine immatériel. Et le patrimoine immatériel, c'est quoi? Ce sont les pratiques sociales. Les pratiques sociales. La façon de nommer nos enfants, la façon de nous marier, la façon de construire nos relations sociales. Mais nos langues aussi font partie de notre patrimoine immatériel. La langue. Lorsque vous perdez votre langue, vous perdez votre identité. On y reviendra. Parce qu'il y a des jeunes Africains qui aujourd'hui n'ont de langue maternelle que le français. Parce qu'on ne leur parle pas la langue africaine. Parce que parler la langue africaine, ça fait de nous des Africains. Et nous, on veut être des Européens. On veut que nos enfants parlent bien français, qu'ils parlent bien anglais. Et dans ces milieux même, quand ils parlent la langue, on est coincé. Mais la langue, si vous perdez la langue, vous perdez votre identité. Un autre fait très important à classer dans le patrimoine culturel immatériel, c'est la littérature orale. Nos contes, nos mythes, nos légendes. Au moment où, quand vous regardez les publicités américaines et occidentales, tout tourne autour du storytelling.
On vous montre une machine, je ne citerai pas, parce qu'on est devant des caméras et on va être diffusé sur une télé dont le directeur est derrière moi. Mais quand on vous montre certaines machines, on vous dit votre grand-père l'utilisait, votre grand-mère l'utilisait, votre père l'a utilisé, donc utilisez-le. Vous prenez certains pantalons américains dont le tissu est un peu caduc, on vous le montre et on vous en raconte l'histoire pour justifier la légitimité de l'achat. Mais quand on vous parle des contes africains, la question qu'on pose, c'est des vieilleries. C'est des vieilleries. Oui, mais c'est des vieilleries. Sauf que le matin, quand vous ouvrez votre télé, quand vous vous abonnez à certaines chaînes qui coûtent très cher, c'est pour que votre enfant puisse avoir accès à des dessins animés, dont la plupart viennent de la collecte de Grimm ou de la collecte de Charles Perrault du XVIIe siècle. Et vous aurez des contes dans lesquels, comme je l'ai dit quelque part, la petite souris frappera toujours le chat qui est grand. Et dans la représentation de l'enfant, il se dira toujours, les anciens sont dangereux, les adultes sont dangereux, les plus grands sont dangereux, il ne faut pas les respecter. Et cette jeunesse-là qui insulte dans la rue les adultes, ce sont les enfants de Tom et Jerry. C'est le résultat de Tom et Jerry. Aucun respect pour l'adulte parce qu'on a façonné notre conscience à nous dire, le plus grand, il est méchant, il est dangereux. Mais on acquiert ça. Pendant ce temps, les contes africains qui pouvaient être l'équilibre, on les a perdus. Donc du coup, notre référentiel mental est un référentiel mental d'emprunt. Mais il y a quelque chose de plus important pour le patrimoine culturel immatériel. C'est la connaissance de la nature. C'est la connaissance de la nature. On ne place pas cela dans le patrimoine immatériel, alors que sur la liste des 5 axes, il y a la connaissance de la nature. Et quand on parle de la connaissance de la nature, il y a la connaissance des saisons. Je suis actuellement en train de lire un livre en Wolof qui explique quels sont les phénomènes naturels qu'il faut observer pour comprendre qu'on est passé de 4 saisons. Aujourd'hui, les jeunes Africains pensent qu'on n'a que 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Et quand ils font de la poésie occidentale, on leur parle de l'automne, l'hiver, l'été, le printemps. Ils disent, ah, les Blancs, ah, ils ont 4 saisons. Oui, nous aussi, on a 4 saisons. En Wolof, on a le Lolé, le Nord, le Tchoron et le Nawet. Et qu'on identifie à partir juste des fleurs et des arbres et des animaux qui mettent bas. Donc, à partir de ce moment-là, si on a ça, si on est conscient qu'on a ça, comment se fait-il qu'un jeune Africain puisse, à 22 ans, dire « je ne prends pas de décision » ? Est-ce que nos coutumes, est-ce que nos traditions le justifient? C'est la grande question. On valide notre amorphie, on valide notre aphonie, notre absence de discours, en nous référant à des institutions qui n'existent pas ou qui n'existent que dans notre façon biaisée de voir le monde. La grande question, c'est aujourd'hui, qui sommes-nous? Qui êtes-vous, jeunes? Les jeunes qui sortent et qui affrontent les forces de l'ordre, qui affrontent l'opinion politique, ils parlent avec quelle mission, quelle voix? Ils parlent, ils portent quel discours? Est-ce que leur discours est compris par leur mère, par leurs oncles, par leur grand-père au village? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'ils font un post sur Facebook et qu'ils reviennent à la maison, ils cachent le post parce qu'ils n'osent pas dire devant papa, maman et tonton ce qu'ils ont dit sur l'espace public caché? D'où vient ce hiatus, ce problème qu'on a, cette névrose culturelle? D'où est-ce que cela vient? Nous voulons exister en Africain et penser le monde par les oreilles du monde. Et je voudrais attirer votre attention sur 2 faits. Lorsqu'on parle de patrimoine culturel immatériel, toutes les politiques que vous avez aujourd'hui de développement de l'environnement sont des politiques empruntées. Toutes les politiques. Mais savez-vous qu'ici, dans le Mandé, ici au Burkina, à Dakar, savez-vous qu'au XIIIe siècle, on vous avait déjà dit
dans Sundiata, dans l'histoire de Sundiata, on vous a déjà dit, si vous n'êtes pas capable de transplanter un arbre et de le reposer là où l'arbre ne mourra pas, n'y touchez pas. Mais à chaque fois qu'on vous raconte l'histoire de Sundiata, vous voyez juste un jeune de 7 ans qui, parce que Sassouma Berete avait dit du mal à Sogolon Kedjou et allait arracher l'arbre, l'a posé. Oui, mais pourquoi l'arbre n'est pas mort? Ce n'est pas que mystique. Vous ne voyez pas les agents des eaux et forêts chaque année faire des arbres, les prendre d'une part et les implanter ailleurs? Et on nous dit que c'est technique occidentale, mais on le retrouve dans des faits racontés au XIIIe siècle. Ce message de cet enfant-là de 7 ans, capable d'amener la nourriture devant la case de sa mère, est-ce qu'on le lit comme un message de responsabilité à partir de 7 ans? L'enfant, à partir de 7 ans, doit être capable de nourrir les membres de sa famille. 7 ans. Ça va vous paraître bizarre. Moi, avant 7 ans, j'étais déjà sur le cheval dans les champs de mon père pour que les tracés de l'arachide ne soient ni à droite ni à gauche. Avant 7 ans, l'enfant africain contribuait à nourrir la famille parce qu'il allait au champ et il travaillait. Et à 21 ans, son rite initiatique étant terminé, il avait la possibilité de fonder un ménage. Mais quels étaient les 4 critères pour fonder un ménage? Quels étaient les 4 critères? Le critère d'indépendance économique. Il devait être capable de cultiver un champ, de le préparer et de le récolter. À 21 ans, le jeune Africain, il savait déjà ça. À 21 ans, dans le champ qu'il cultive, il avait déjà invité ses amis, donc il appartenait à une classe d'âge. J'y reviendrai tout de suite. À 21 ans. À 21 ans, il avait, à la fin de l'hivernage, enlevé les palissades, les haies et reconstruit les cases de sa mère et de son père. Il était capable de construire un habitat. À 21 ans, il était capable de charger un grenier et d'avoir donc des réserves. Mais quelqu'un qui ne peut pas faire un champ, qui ne peut pas construire une case, qui ne peut pas faire des économies et qui ne peut pas les gérer, a-t-il le droit d'avoir une femme? Et on veut me faire croire que les jeunes Africains d'aujourd'hui, jusqu'à 35 ans, doivent pouvoir rester chez eux, dormir et dire c'est ça l'Afrique. Non, ce n'est pas ça l'Afrique. Ça, c'est de l'irresponsabilité qui ne repose sur rien du tout. Mais on nous a dit, non, c'est l'école occidentale qui nous a dit il faut avoir des diplômes, mais le jeune Africain, lui, il doit rester à côté de... Il faut rester à côté de papa et maman, ne pas sortir de la concession, mais il faut avoir sa propre case. Et il faut la construire. Donc, si on se repose juste sur les éléments patrimoniaux, on se rend compte que le leadership n'est pas quelque chose qu'on acquiert parce qu'on est allé à l'école française ou à l'école anglaise. Je vous donne un cas très particulier. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les carrés? Les carrés. Si vous avez, est-ce qu'il y a des mandingues dans la salle là? Il y en a partout en Afrique de l'Ouest. Dites-moi que c'est la seule salle où il n'y a pas de mandingues. Vous voyez, on est tellement phagocyté et formaté par les frontières occidentales que lorsque je parle de mandé, vous oubliez que je parle de l'espace culturel où il y a la kora. Est-ce que dans ce pays, il y a des gens qui jouent la kora? S'il y en a, vous êtes des mandés. Mais on ne connaît même pas notre identité. Parce que dès que je dis mandé, vous pensez mandingue, vous pensez bambara. Je ne suis pas bambara, donc je ne suis pas... Non, on est tous du mandé. Et à partir de ce moment-là, est-ce que vous savez que les jeunes à 12 ans avaient des sociétés d'âge et personne ne pouvait leur imposer un tuteur? Non. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui se réunissaient à 12 ans, les garçons, les jeunes filles à 12 ans, et qui décidaient de regarder parmi les adultes du village qui était l'adulte qui leur convenait et qui allait le voir pour lui dire « nous te choisissons pour quand on a des difficultés, venir te parler ». Aujourd'hui, on veut nous faire croire que n'importe quel adulte dans n'importe quel village pouvait aller voir n'importe quel groupe de jeunes et lui imposer un point de vue. Non, les jeunes avaient leur point de vue et ils le défendaient. On n'a jamais construit une communauté africaine en l'absence des jeunes où on n'écoutait pas les jeunes. C'est totalement faux. Quand quelqu'un vous le dira, dites-lui que c'est faux. C'est de la dictature intellectuelle. Les jeunes étaient libres. Et même l'espace public
où on prenait les décisions. Cet espace public-là était géré. Cet espace s'appelait le Bara. Et le Bara était géré par des jeunes. Et ces jeunes-là avaient à leur tête un chef, le Bara Kouti. Et il était choisi pour 3 qualités. Son courage, son respect et ses connaissances. Courage, respect et connaissances. Il n'a pas encore 12 ans. Courage avant 12 ans. Respect avant 12 ans et connaissance avant 12 ans. Nous, on a des diplômes. Mais comment est-ce qu'on a acquis ces diplômes-là? On est allé à l'école primaire, on a écouté des maîtres, ils ont parlé, on a noté. On est allé au collège, les maîtres ont récité, on a écrit. On est arrivé au lycée, les maîtres, les professeurs ont récité, on a écrit. On est allé à l'examen, on a répété pour avoir un diplôme. Mais on n'a acquis aucune compétence cognitive pour exister socialement. La compétence cognitive du jeune était liée au mode d'existence du groupe et il n'acquérait du savoir que lorsque ce savoir mettait en disposition les possibilités de croissance économique et que ces possibilités de croissance économique induisaient une stabilité sociale. Tout savoir qui détruit le groupe est un savoir à détruire. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a pas de nullard dans cette société. Mais un jeune de 12 ans qui déjà est chef, il sait se réunir. Il sait que le nettoyage du Bara lui revient, l'espace public. Ce jeune de 12 ans, à 15 ans quand il arrive, quelle est sa possibilité? Il a la possibilité de décider. Je vous invite à faire un tour chez le Mogoloba. J'ai eu la chance d'être accueilli avec KPG chez lui. Et quand on est sorti, j'ai dit, il y a un indice qu'il nous a montré. Autour de lui, il n'y a que des enfants, assis dans les plus grandes audiences et qui apprennent et qui prennent des responsabilités. Donc ces enfants-là ont le droit d'être présents lorsque le savoir et la décision sont distribués. Mais aujourd'hui, quand on a 22 ans en Afrique de l'Ouest, on en est où avec sa propre vie? On cherche quoi? Des diplômes. Pour en faire quoi? Du marchandage. On est des épiciers. On cherche des diplômes pour les poser, pour qu'on donne de l'argent. C'est ça l'épicier. Marchandise, comptoir, argent. Nous, on fait diplôme, bureau, argent, pour la fin du mois. Le jeune africain ne faisait pas ça. On est devenus des épiciers. Et le jeune africain amorphe, quand je vois un jeune africain amorphe à moins de 15 ans, je lui pose une question. Moi, je ne suis pas un modèle. Mais à 15 ans, j'étais président d'équipe de football dans mon village. 15 ans. Et il y avait mes oncles dans l'équipe de football. Et à 18 ans, j'en étais l'entraîneur. Dans un village, sans eau ni électricité, au Sénégal. Et ce sont des valeurs héritées de notre patrimoine. Parce que très jeune, on m'a appris que le lièvre n'attendait pas qu'on le nourrisse et qu'il allait dans la forêt pour chercher à se nourrir. On m'a appris des contes de l'autonomie. On m'a appris des contes de stratégie. On m'a appris que pour manger avec les aveugles, il ne faut pas marcher quand les aveugles ne marchent pas. Parce que si vous le faites, ce qui est arrivé à Bouki va vous arriver. Les aveugles vont se taire et vont vous battre. Mais quand je vais vous raconter ces histoires-là, vous allez dire non, ça c'est de l'Afrique. Oui, c'est de l'Afrique. C'est de la vieillerie. Mais, quelle est la plus grande série américaine? Game of Thrones. Vous suivez ça? Où est-ce que vous avez vu des millions de personnes qui se battent là? Vous ne savez même pas que ces personnages n'existent pas. C'est de la manipulation sur ordinateur. Et c'est parti d'une légende. Oui, les légendes occidentales, on peut les prendre. Et le jeune occidental, lui, il va vouloir être comme Richard III. Il va vouloir être comme Napoléon. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'être comme Kizerbo? D'abord, est-ce que c'est qui Kizerbo déjà? Est-ce que je le connais? Non, il ne m'intéresse pas, Kizerbo. Qu'est-ce qu'il sait? D'abord, il s'appelle Kizerbo. Il ne s'appelle pas Alex, il ne s'appelle pas Albert, il ne s'appelle pas Einstein, mais il s'appelle Kizerbo. Kizerbo. Il ne peut pas être intelligent, il s'appelle Kizerbo. Parce qu'on m'a formé à refuser cela. Et le leadership venait surtout du fait
que la responsabilisation du jeune incombait d'abord aux jeunes eux-mêmes. Vous savez que le pouvoir, c'est la parole en Afrique. Celui qui a la parole, il a le pouvoir. Est-ce que l'enfant avait droit à la parole en Afrique traditionnelle? Oui, il avait le droit à la parole. Parce que les séances de conte, contrairement à ce qu'on est en train de vous enseigner, étaient des lieux de prise de parole de l'enfant. Parce que dès que le conteur commence et il dit les bonnes, le public, à l'unanimité, répond, raconte les bonnes. Et l'enfant n'était pas privé de parole. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Rien. Nous, quand on sort dans la rue, quand on affronte les autorités, à raison, à juste raison ou à tort, qui nous a formés? Ce sont des ONG françaises qui font des stages avec nous et qui prennent deux catégories de personnes, les rappeurs et les slameurs, et qui leur disent, on va vous appeler des activistes. On va vous enseigner à être actifs. Parce que votre patrimoine, votre culture ne vous enseigne pas à être actif. C'est totalement faux. C'est un discours à détruire. Est-ce que nos discours ne sont pas des discours d'emprunt? Est-ce que notre mémoire n'est pas une mémoire d'emprunt? Lesquels d'entre vous connaissent 3 contes dans leur langue? Levez la main. 3 dans leur langue. Capable de venir me le dire ici. KPG, laisse ta main. Tu gagnes ta vie avec BS. Non, je ne parle pas des anciens. Je parle des jeunes. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on faisait? Merci à vous. Je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils sont au moins 4 et dont 3 femmes. Hein? Ce qui est tout à fait normal. Est-ce que vous savez que pour régler la prise de responsabilité et la conscience mathématique, on passait par les devinettes? Vous savez ça? Vous savez pourquoi on faisait les devinettes? C'est ce qu'on vous apprend en 4e qu'on appelle la dissertation, la logique. On vous dit une voiture dont les passagers ne descendent que lorsque la voiture est en marche, mais quand la voiture est à l'arrêt, aucun passager ne peut descendre. Ça, j'avais appris ça quand j'avais même pas encore 8 ans. Sujet de bac. En philosophie, tout le monde a 0. On donne ce sujet-là au bac. Tout le monde a 0. Vous connaissez votre téléphone portable? Chaque fois que vous appelez, le crédit tombe. C'est les passagers. Quand vous arrêtez d'appeler, le crédit ne tombe plus. C'est la machine à coudre. À chaque fois qu'elle marche, le fil tombe. Et si la machine s'arrête, les passagers ne tombent plus. Ça, je modernise l'interprétation. Mais quand j'étais tout petit et que je n'avais pas encore 10 ans, quand on me le disait, c'était la machine à semoir d'arachide. Parce que c'était mon environnement, parce que le savoir était contextualisé. Et à chaque fois que je voyais la machine, ma conscience me disait, réfléchis à ce que cela signifie. Au-delà du semoir, qu'est-ce que cela veut dire? Donc la formation de la conscience africaine doit passer par l'intégration du patrimoine immatériel, les contes et légendes, dès l'école préscolaire. Imaginez un jeune Africain qui, dès l'école préscolaire, connaît 18 contes, 9 proverbes et 10 comptines. Mais il est savant. Parce que quand vous connaissez 18 contes, vous connaissez 18 éléments de la nature. Vous connaissez au moins 25 animaux dans votre langue. Vous connaissez au moins 19 ou 20 arbres dans votre langue. Connaissez-vous les animaux dans votre langue maternelle? Connaissez-vous le nom des arbres dans votre langue maternelle? Et on se prend pour des intellectuels. Et quand on va au village en vacances, on regarde les canaris, non, vous êtes sales. Vos canaris sont sales, moi je mange avec la cuillère, je ne mange pas avec la main. Si vous ne mangez pas avec la main, comment est-ce que vous allez apprendre le partage? Comment est-ce que vous allez apprendre à renoncer à un morceau de viande parce que vous avez levé votre main et qu'un autre membre de la famille a levé sa main? Vous avez reculé votre main pour lui laisser cette part. Comment est-ce que vous allez apprendre à prendre un morceau de viande que vous aimez ou de poisson et dire à votre cousin, tiens, partageons-le? Comment est-ce que vous allez apprendre à manger et à ne manger que ce qu'il y a devant vous, à baisser le regard, non par faiblesse, mais par pudeur,
Celui qui sait manger à sa place, se suffire de ce qu'il y a à sa place, ne détournera jamais les deniers publics parce qu'il sait ce que signifie prendre sa part et laisser aux autres leur part. Oui. Celui qui sait, autour d'un bol, manger et partager, celui-là, quand il sera ministre des Finances, donnera au peuple d'abord avant de donner à sa poche. Oui, c'est autour du bol qu'on apprend à construire. Mais mangeons-nous avec le bol? Non, nous sommes égoïstes. Nous mangeons tous à part parce que chacun veut montrer à l'autre que son repas est meilleur. La communauté n'existant plus, le jeune perd ses repères parce qu'à 15 ans, normalement, un jeune Africain, de par son patrimoine immatériel, à 15 ans, il doit être capable d'être un décideur. Il doit décider de sa vie. Il ne doit pas confier sa vie. Et jusqu'à 22 ans, aujourd'hui, 30 ans, on confie nos destinées. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à renoncer à nous-mêmes. On nous a appris à nous déprécier. On nous a appris à méjuger nos coutumes et nos traditions. À un moment, je me pose une question essentielle. Quand quelqu'un te prête ses yeux, n'est-il pas capable de vous dire où est-ce que vous allez regarder dans le ciel? Nous voyons le monde avec les yeux de qui? Est-ce que ce sont nos propres yeux? Que savons-nous de nos pratiques sociales? Lesquels d'entre nous refusons aujourd'hui, quand on se marie, le rituel traditionnel? Est-ce que vous savez comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous savez qu'entre la première déclaration et le mariage, ça prenait 1 an, presque? Vous le savez ça? Non, on vous a dit que ça s'appelait mariage forcé. Parce que le premier occidental qui a observé ça, il est arrivé, les villageois, les Africains étant intelligents, ils lui ont tout caché. Il n'a pas vu les garçons et les filles s'embrasser, il n'a pas vu dans l'intimité, il ne les a pas vus s'enlacer. Il s'est réveillé un jour, il a vu un mariage, il a dit, ça, c'est forcé. Mais quand le jeune quittait la maison familiale pour aller passer l'hivernage chez son oncle et observer les cousines et regarder parmi les cousines qui était la plus respectueuse, quand il revenait et quand il disait à sa mère, j'ai passé 2 mois là-bas, j'ai observé Adèle, et Adèle me semble conforme aux valeurs que tu défends. Quand la mère appelait la mère d'Adèle et négociait avec Adèle, les garçons, on n'était pas informés. Et pour décourager les autres, dans la coutume et la tradition, le jeune lui-même portait la responsabilité du choix et devait inviter ses amis à aller rendre visite à Adèle. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui n'était pas capable d'avoir un groupe d'amis ne méritait pas d'avoir une femme, parce qu'en cas de conflit, la femme n'a pas à qui parler. C'est élémentaire ce que je vous le dis. Si vous le découvrez aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Et vous voulez me poser des questions, pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces? Autant de mariages Kleenex? Autant de contrats à très courte durée? Mais parce qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Prenons la conscience mathématique du monde. KPG, prenez un enfant africain qui n'a pas encore 12 ans, à qui on apprend un cycle de compte, dans lequel on lui dit, l'enfant a un bâton, le bâton de son père qu'il jette dans le baobab lui donne un fruit qu'il jette dans la mer lui donne un poisson qu'il donne à l'oiseau lui donne une plume qu'il jette dans le feu lui donne une braise qu'il donne aux étrangers, les étrangers lui donnent une chèvre qu'il donne au forgeron, le forgeron tue la chèvre et lui donne un cadavre de bébé que le roi renverse, le roi lui donne un esclave et un cheval, il retourne voir son père pour lui dire, père, vous m'avez donné un bâton que j'ai jeté dans le baobab qui m'a donné un fruit que j'ai jeté dans la mer, qui m'a donné un poisson que j'ai donné à l'oiseau, qui m'a donné une que j'ai jeté dans le feu, qui m'a donné une braise que j'ai donné aux étrangers, qui m'ont donné une chèvre que j'ai remis à
au forgeron qui m'a donné un cadavre de bébé que le roi a renversé et le roi m'a donné un cheval et un esclave. Père, donc, si je t'ai ramené ce cheval et cet esclave-là, c'est que le roi m'a renversé mon cadavre de bébé que m'avait donné le forgeron, qui avait tué ma chèvre, que m'avaient donné les étrangers, qui m'avait pris ma braise, que m'avait donné le feu, qui m'avait tué ma plume, que m'avait donné l'oiseau, qui m'avait pris mon poisson, poisson de la mer, mer qui m'avait pris mon fruit, que m'avait donné le baobab, baobab qui m'avait pris mon bâton, bâton que tu m'avais donné, Père, tu as trouvé tes repères. Les mathématiciens dans la salle, là, la suite logique, la logique mathématique, elle n'est pas là. Et si vous maîtrisez ça avant 10 ans, mais si vous allez en classe, les notions de suite, mais ça devient facile à retenir. Et en classe, vous n'avez plus peur de parler. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas peur de parler en public? Parce que vous dites des contes à vos amis tous les jours. Quand vous êtes seul, vous êtes là, vous connaissez 10 contes et vous le racontez. Aujourd'hui, vous avez votre diplôme en marketing et vous êtes incapable d'aller faire l'oral. Et vous tremblez quand vous avez un entretien d'embauche. Un Ouest-Africain qui tremble pour parler en public, ça existe où? C'est qu'on s'est européanisé. Il est temps de retourner, les gars. Il est temps de s'arrêter. Ce n'est pas en parlant en gros français comme moi là qu'on est leader. On est leader parce qu'on s'engage pour protéger d'abord sa conscience citoyenne. Mais la conscience citoyenne africaine ne doit pas être une conscience qui cherche à ressembler à la conscience occidentale. Il nous faut rebrousser chemin. Il nous faut recourir au passé. Et recourir au passé, c'est comprendre que les valeurs égoïstes que nous avons aujourd'hui sont des valeurs d'emprunt. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y avait pas de prison en Afrique traditionnelle? Vous n'êtes pas posé cette question-là? Il me reste combien de minutes là? 5. 5, merci. Vous savez pourquoi il n'y avait pas de prison? Je parle de prison physique où on enferme des gens. Parce que quand on mentait, quand on trahissait, quand on volait, on s'exilait de honte, la prison devenait la terre. Impossible de vivre là où des gens peuvent raconter cette histoire. C'était ça la prison. On t'enfermait dans ton honneur et tu ne pouvais plus vivre en communauté et tu étais obligé d'aller ailleurs. La notion de dignité est une notion fondamentale en leadership. Quelqu'un qui n'est pas digne ne peut pas être un leader. La notion de prise de parole en public, j'y reviens. J'y reviens. Comment est-ce qu'on peut prendre la parole en public si on est incapable de produire du sens? Les leçons que vous avez apprises en 3e là, dès le premier mois de seconde, tout oublié. Tout. Parce que la mémoire n'est pas comme la mémoire de cet enfant-là, qui a appris à retenir les choses essentielles pour les redire. Aujourd'hui, le grand problème que nous avons en Afrique, et c'est un problème essentiel, c'est qu'on nous a fait croire que dans notre société, un jeune ne doit rien dire. C'est totalement faux. Un jeune était initié et à chaque cycle d'initiation correspondait à des dispositions et à des décisions à prendre et à des pouvoirs qu'on lui installait petit à petit. Donc quand il arrivait à 21 ans, il était prêt à faire la case de l'homme et quand il sortait, il se mariait, il fondait une famille. Lesquels à 21 ans ici sont mariés. Et on va faire croire que c'est l'Afrique qui a retardé et les coutumes et les traditions qui nous ont retardés. Regardons ce qui nous a retardés. C'est on redouble 8 fois en CM2, 15 fois en 3e, 19 fois au bac. Et quand on a le bac, on est déjà à la retraite. Alors que le cycle de vie était fait de sorte que, avant 15 ans, vous saviez carrément comment gérer votre environnement. Normalement, il me reste 5 minutes. 5 minutes, oui. 5 minutes. Qui a dit qu'il me reste 5 minutes? Moi, je n'ai pas fini. Ah, on est encore dans des formats là, minute. Moi, mon grand-père, il parlait. Après, les gens qui étaient fatigués, ils parlaient après.
Bon, mais il me reste 2 minutes donc. Non, 5. 5. Je voudrais partager avec vous ces 3 réflexions. J'ai entendu un jour mon grand-père me dire, il y a quelque chose qui est plus doux que le coton. On a mis 10 ans à chercher la réponse. Parce que quand on te posait une question, on ne te donnait pas la réponse en tant que jeune. On te laissait aller t'instruire. Et plus tard, quand l'aîné de notre famille m'a raconté la réponse, parce que je n'ai jamais eu la réponse de mon grand-père, il m'a dit c'est le vide, touchez le vide. Quand vous rentrez dans votre chambre qui est noire et que vous voulez allumer, vous pensez que l'armoire est là et que vous touchez le vide, il dit ça c'est plus doux que le coton. Mon grand-père n'était pas allé à l'école. Est-ce qu'il était savant? Et ça, je l'ai acquis très tôt. Est-ce que vous savez la notion de compétition, la notion de stratégie? Moi, c'est ma mère qui m'a enseigné la notion de stratégie. Le jour où ma mère m'a dit, pourquoi est-ce que tu passes tout ton temps à te battre? Tu es rancunier, ça sert à quoi? J'ai dit non, mais dignité, hein, il faut se battre dans le syndicat, il faut se battre. Élève, ouais, grève, ouais, professeur, il faut insulter. Il m'a dit non, quand 2 personnes s'arrachent une corde, mon fils, la première qui lâche ne tombe jamais. Lâcher une corde, ce n'est pas être lâche, mon fils. Lâche la corde, laisse-le tomber. Les gens qui vont arriver, ils vont le voir par terre. C'est lui qui a échoué, lui, il est par terre. Ma mère n'était pas allée à l'école. Un jour, j'ai raconté, et je termine par ça, à des entrepreneurs français qui étaient venus pour du tourisme. Et l'agence m'a demandé de faire un spectacle de conte. Je suis arrivé dans le village et j'ai raconté ce petit conte-là, que j'avais entendu dire par un enfant du Burkina à qui je veux rendre hommage ici, Hassan Kouyaté, Kassi. Il m'a raconté ce conte-là à Dakar. Et dans ce conte, il disait, c'est une souris qui voit un trou et qui choisit, est-ce que je rentre dans le trou ou est-ce que je continue mon chemin? La notion de responsabilité et de justice. Ce n'est pas son trou. Est-ce qu'il doit y entrer? En quittant sa maison, il n'avait pas programmé d'entrer dans un trou. Est-ce qu'il doit y entrer? Mais il a vu un trou. C'est-à-dire que j'ai fait mes études, j'ai dit je vais avoir un master en économie, mais quand je suis arrivé en 3e, j'ai vu un concours des douaniers, je n'ai rien contre le chef de cabinet de la douane, mais j'ai vu le concours des douaniers, c'est mon trou, est-ce que je vais rentrer dans ce trou-là? Moi, mon trou, c'était l'essence. Non, la souris a hésité et est rentrée dans le trou. Et quand la souris est rentrée dans le trou, la souris a trouvé à l'intérieur du trou un serpent. Ah oui. Et pas n'importe quel serpent. Un serpent gros comme un peul qui a fait Ramadan pendant 6 mois. Et là, je vous assure que la souris a regardé le serpent et l'a fixé. Il a regardé le serpent et lui a dit, hey, qu'est-ce que tu fais dans mon trou? Le serpent s'est dit, tiens, lui là, il veut mourir quoi? Il sourit, mais c'est... La souris lui, mais sors de mon trou. On n'a pas le temps, je vais raccourcir. Parce qu'il faut être dans le temps, parce que si on n'est pas dans le temps, on est hors du temps. C'est KPG qui le dit. Et là, je vous assure, la souris a tellement insisté qu'au bout du compte, le serpent a lui-même douté si c'était réellement son trou. Et le serpent a dit, ah, peut-être que ce n'est pas mon trou aussi, moi aussi. Peut-être que j'étais étourdi. À un moment, le serpent, ok, je sors. Et la souris qui s'est sentie revigorée, a dit, hé, hey, d'ailleurs, tu ne sors pas. Et tu vas m'expliquer pourquoi tu es rentré dans mon trou. Le serpent dit, non, mon gars, je vais partir. Non, tu ne pars pas, explique-moi d'abord. À un moment, le serpent a commencé à trembler et la souris, pour aller vite, lui a dit, si tu restes ici, je te mords. Le serpent lui dit, morde-moi. Moi, c'est moi, serpent. Il dit, oui, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de morsure de souris?
Il dit non, j'ai déjà jamais entendu. Il dit moi j'ai entendu parler de morsure de serpent. Parce que nous souris quand on mord, les gens ils meurent et personne ne répète. Alors là, le serpent lui a dit je sors. La souris lui dit non, tu sors même pas. Je vais te montrer. Quelqu'un va passer, tu vas mordre et je vais voir. Un autre va passer, je vais mordre et tu vas voir. La première personne qui passe, ok, la souris mord, rentre, la personne se retourne, voit une tête de serpent. Ah, un serpent! Hey! La personne tombe morte, cadavre, comme dirait Zao. Parce qu'il pensait que c'était un serpent qui l'avait mordu. La deuxième qui part, c'est le serpent qui le mord, il se retourne, il voit une souris, il dit, morsure de souris. La personne continue. La souris dit au serpent, tu vois, morsure de souris, c'est à effet immédiat. D'ailleurs, on sort et on fait une compétition, on va se mordre mutuellement. Ah ben oui. La souris a reculé, le serpent a reculé. Ils se sont retrouvés en haut, ils se sont auto-mordus. Chacun a mutuellement mordu du moins. Et la souris est décédée. Ah. Quand on est jeune, il faut savoir se suffire des jeunes résultats et des petits résultats et des petites victoires sur la vie. Ce sont les petites victoires qui font de votre vie une grande victoire. Et retenez-le bien. Chaque fois que vous avez envie de reculer, chaque fois que vous avez envie de douter, chaque fois que vous avez envie de reculer et d'abandonner, pensez à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de commencer. On nous a appris quand on était petit que quand c'est dur, c'est parce que la porte va s'ouvrir. À force d'enfoncer des portes qui ne s'ouvrent pas, on finira fatigué par s'accouder à une porte qui n'était pas ouverte, mais qui n'était pas fermée aussi, mais qui était notre porte de chance. Le problème de la jeunesse en Afrique aujourd'hui, c'est que ces mythes sont déterritorialisés. Et les affiches dans nos chambres ne sont pas nos héros, n'ont pas notre couleur de peau. Nous ne connaissons même pas qui est le père de notre père, qui est la mère de notre mère. Nous ne connaissons même pas l'histoire de notre propre village. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas d'où nous venons. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, est-ce qu'on peut l'y amener? Si vous rencontrez sur le bord de la route une personne, vous arrêtez votre véhicule, vous ouvrez la porte et vous lui dites « monte ». Il dit « je ne sais pas où aller ». Est-ce qu'on peut l'amener? La responsabilité de l'Afrique est entre vos mains. Mais connaissez cette Afrique d'abord pour la défendre. Merci, Massamba Gueye. Il a dit tout à l'heure, ceux qui ont fait le choix d'être là ce soir, on peut bénéficier de cette riche communication. Ceux qui ont pu s'extirper du brouhaha pour être parmi nous ce soir, on peut bénéficier de cette communication conte. Pour ce que nous venons d'entendre, quelqu'un me faisait savoir que dans les temps anciens, les contes étaient par excellence le mode d'éducation. Lorsque le grand-père observait tout au long de la journée le comportement des enfants et que certains avaient des comportements pas très recommandables, le soir venu, il leur contait des histoires. Et il faisait porter à certains animaux ou à certains personnages du conte les comportements déplacés que les enfants ont eus. Et après, il demandait à l'enfant, comment est-ce que tu juges l'attitude ou le comportement de tel animal? Il dit, mais ce n'est pas un bon comportement, il n'aurait pas dû le faire. Il dit, mais est-ce que son comportement ne te rappelle pas le comportement d'une personne que tu as croisée au cours de la journée? Il commence à réfléchir et il voit que c'est lui-même. Et là, tout confus, le grand-père lui dit, écoute, ne répète plus, tu as compris la leçon, il ne faut plus le faire. Donc, une fois de plus, Massamba Gueye ce soir vient de situer encore l'importance de l'oralité, l'importance de nos mythes, l'importance de nos contes. Il a commencé par définir ce qu'était le patrimoine immatériel, par faire un peu le tour d'un certain nombre de conceptions qu'on aurait, pensant que ce seraient nos conceptions de la vie,
mais qui seraient des conceptions importées. Je ne vais pas m'étaler sur le résumé de ce qui a été dit, d'autant plus que vous aurez l'occasion de poser tout à l'heure des questions pour approfondir ce qui a été peut-être des zones d'ombre ou pour apporter un peu plus de lumière. Sur ce, je vais demander à ce qu'on puisse prendre 10 premières questions. Et après, on verra si le temps nous permet de prendre encore des questions. Nous allons ouvrir une première liste de 10 questions. Pendant ce temps, je profite de saluer la présence de Yeli Kam, seule candidate femme aux élections présidentielles. Je le précise. Je le précise parce que quand on regarde un peu le taux des femmes dans la salle, c'est assez mince. Pour assumer le leadership féminin, il faut qu'on puisse venir à ce genre de rencontre pour renforcer un certain nombre de prises de parole et de prises de position. Donc nous allons compter sur vous pour être l'avocate auprès de nos jeunes sœurs pour qu'elles puissent participer à ce genre de rencontre. Donc une liste pour les 10 premières questions. African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Sodré Mohamed, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre communication et je vous remercie bien sûr pour la lettre que vous avez eu à nous envoyer ce soir. Et je prends la promesse bien sûr de suivre ce chemin pour que vraiment ça évolue les choses. J'ai 3 questions. Pour la première question, c'est concernant les 4 axes que vous avez eu à évoquer en ce qui concerne le référentiel de la culture africaine. Donc, vous avez eu à donner un référentiel, un axe plutôt, à savoir la culture, la nature plutôt. Donc, mais les 3 autres axes, si vous pouvez nous les donner. Et deuxièmement, c'est concernant la situation actuelle de la jeunesse. Et tout ce que vous avez eu à dire dans votre communication, bon, la jeunesse, pour moi, est dans une situation non souhaitée. Ça ne relève pas de nous. Nous avons hérité d'une chose qu'on ne sait pas comment et par quelle manière on a réussi cette situation. Maintenant, je me dis que s'il y avait bien sûr des personnes qui servaient de référence à travers des communications et autres, la jeunesse aussi pouvait suivre comme ce chemin. Mais il se trouve que la jeunesse se trouve dans une situation où elle ne sait même pas à quel sens se vouer. Nous sommes désorientés, désaxés. Donc maintenant, comment remédier à ce problème? Troisièmement, nous sommes sans ignorer que le Burkina Faso est confronté ces derniers temps à une situation vraiment critique en matière de sécurité. Quelle pourrait être la responsabilité de la jeunesse face à cette situation? Merci bien. Ouedraogo Soufiane. Le patrimoine culturel africain est durement impacté par les religions telles que l'islam, le christianisme et autres, donc qui limitent nos pensées traditionnelles africaines et tout, pratiques traditionnelles. Donc comment mon pays fait face? Merci. Moi c'est Yoni Adam. Je voulais poser la question au niveau du modérateur pour comprendre davantage. C'est-à-dire la jeunesse aussi est vraiment confrontée à plusieurs difficultés. Quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on nous éduque à la maison, la famille nucléaire, et qu'on a tendance à dire tout enfant doit aller à l'école. Et ce qu'on est confronté par rapport à l'enseignement venu d'ailleurs. Est-ce que la jeunesse, sans ambassade, on sait qu'elle est désorientée? La boussole qu'on nous donne, à quelque part, on ne sait même plus comment utiliser. Selon vous, comment relever ces difficultés que nous portons? Merci. Je réponds au nom de Samda Namoun Sobanfo. Je voudrais savoir quelle est votre perception par rapport à certaines pratiques coutumières que nous voyons souvent s'étaler au grand public à travers les médias, à travers la télévision. Quelle pourrait être votre perception? Je crois que cela peut-être pourrait également nous aider. Merci. Quels exemples de ces pratiques-là? On va par exemple à la télé souvent, on tue des poulets, voilà, sur des trucs. Or, pour moi, peut-être ce que j'ai peut-être appris aussi, une pratique qui est censée peut-être être coutumière devrait peut-être être préservée d'une manière ou d'une autre, à ne pas être en tout cas
mis au grand public. Sinon, ça démasquerait peut-être ce qui est là comme sens à cette pratique. Moi, c'est Kambou Sié Claude Arnaud. Kambou Sié Claude. Ok. En fait, j'aimerais poser une question qui concerne le terrorisme. Voilà, face à l'enrôlement de nos certains jeunes frères, j'aimerais savoir à effet immédiat qu'est-ce que le patrimoine immatériel pourrait apporter à leur conscience. Ok, bonsoir. Moi, c'est Basilou Auguste. Dans l'allocution du conférencier, j'ai bien perçu l'importance de la culture de l'oralité en Afrique. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que cette culture de l'oralité n'a pas été un frein à notre émancipation? Puisque d'habitude, on dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais je me dis que si on avait pensé plus à garder des traces, des écrits, est-ce que cela n'aurait pas pu être plus profitable que de garder simplement cette oralité? Merci. Bonsoir. Moi, c'est Nakanabo Somaïla. Lors de votre conférence, vous avez parlé de l'identité. J'aimerais savoir quel est le rôle des jeunes face à l'identité africaine. Quelle responsabilité? Moi, je me nomme Ouattara Zié. Moi, ma question, c'est de savoir comment on est arrivé là. Si, je me permets peut-être un commentaire, si on est parti de la colonisation, comment se fait-il qu'on se fait coloniser et jusqu'à présent on n'arrive pas à s'en sortir? Pourtant les autres peuples quand même, à un moment donné, ils s'en sortent. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais saluer Africa Golden pour l'opportunité du contact aujourd'hui avec notre patrimoine immatériel, Dr Gueye. Dr Gueye, bonsoir et mes hommages. Je suis Guéli Monique Kam et à chaque fois qu'on parle du capital humain, j'y trouve tout mon intérêt. Donc c'est la clé du développement. Et aujourd'hui, l'unique espoir, selon vous, après l'exposé brillant, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de ce capital humain. Mais j'ai des craintes, docteur. Est-ce qu'on peut retourner? Est-ce qu'on peut reculer? On peut retourner? Parce que nous n'avons pas suffisamment reçu dans le processus de transmission de ces valeurs. La communauté, la famille, nos parents, l'époque que vous nous racontez, c'est une époque où la famille, les parents, nous tous, nous étions soumis à la tradition. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et voici un outil qui nous est donné, qui est présenté comme un moyen par excellence d'émerger, c'est l'école, le système éducatif et l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Donc pendant la période de construction, de socialisation de l'individu, est-ce qu'on peut retourner? C'est comme si, dans tous les instruments d'emprunt, malheureusement, nous avons donné le rôle si important à l'école de former le capital humain. Est-ce qu'on peut retourner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce sujet est d'actualité, puisque aujourd'hui, nous avons établi le constat, nous tous, nous avons établi le diagnostic que cet outil-là n'est pas adapté. Il a un déphasage. Il ne correspond pas à nos besoins. Et j'ai vraiment de la compassion pour tous les jeunes qui ont pris la parole ce soir. Ils ont tous dit, nous avons retenu, nous sommes désorientés. Nous n'avons pas de repères. Nous ne savons pas quoi faire. Et vraiment, j'ai de la compassion. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Je vous remercie. Merci. Bonsoir, chers conférenciers. Bonsoir, tout le monde. Je suis Natama Assoum. Voilà, c'est par rapport à l'indépendance économique. On a appris que dans le passé, à 21 ans, les jeunes étaient indépendants économiquement.
Mais quand on essaie de regarder, on constate qu'en ce moment, l'économie était basée sur l'agriculture. Et facilement, on pouvait devenir autonome en travaillant sur la terre. Mais de nos jours, les terres sont de plus en plus rares et surtout avec les attaques terroristes, il n'y a plus de terre à cultiver. Comment on peut donc atteindre l'indépendance financière très rapidement à 21 ans? Je vous remercie. African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Nous allons commencer par la première pour les réponses. Celle de Sodré Mohamed, qui demandait sur les 4 axes qui ont été cités. Le professeur, il retient le premier point, à savoir la nature, et souhaiterait savoir quels sont les 3 autres axes. Également, il a parlé de la situation actuelle de la jeunesse, situation non souhaitée que la jeunesse subirait. Voilà, quelle pourrait être la solution pour cette jeunesse-là? Et aussi le Burkina qui est confronté à l'insécurité. Voilà, quelle pourrait être la contribution de la jeunesse pour lutter contre cette insécurité? Merci beaucoup. Je voudrais quand même saluer mes frères du Sénégal. Je voudrais leur demander quand même de se lever parce qu'ils ont fait l'effort, l'association, de déléguer des gens pour venir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est une brillante association qui est en train de faire le pont entre le Burkina et le Sénégal dans le sens de l'entraide sociale. Ils interviennent même dans les zones en guerre, dans les zones déplacées. Et ils y amènent des nourritures et des médicaments. Et ils le font discrètement, mais il faut que je le dise à haute voix, ce que vous cachez. Bravo, je suis fier de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup du fond du cœur. Donc, il y a 10 questions qui ont été posées. La première question, c'est une question, en Côte d'Ivoire, on dirait ça, c'est une bonne question. La question essentielle, c'est, quand je parlais des référentiels, je vous ai parlé de la nature, mais l'autre référentiel qu'on installait dans le logiciel du jeune, c'était la vie sociale. Que veut dire la vie sociale? Que veut dire vivre pour les autres, par les autres et avec les autres? Contrairement à cette école qui nous apprend mon sac, mon goûter, premier, deuxième, troisième. En Afrique, dans le groupe qui entrait dans la case de l'homme, quand quelqu'un pleurait, tout le monde avait pleuré, et quand la case de l'homme finissait, personne ne racontait qui avait pleuré. Aujourd'hui, qui sait tenir sa langue? Qui? Donc, c'est les 3 éléments. Nature, vie sociale et environnement. Connaissance immédiate de l'environnement et maîtrise de l'environnement. Et ces 3 référentiels-là étaient installés dans le logiciel du jeune qui n'était jamais déboussolé. Aucune rencontre culturelle ne pouvait le déboussoler. Il devenait un tronc, il n'était plus une feuille que tous les vents culturels pouvaient balayer et amener où ils voulaient. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir un jeune qui aime le reggae, demain il va être rappeur, après il va être slameur, après il sait pas, il est une feuille, chaque mode le transmet, etc. Donc je pense que ça c'est cela. Et ensuite, oui, les jeunes sont victimes, hein? Les jeunes sont victimes. Ben, vous êtes des victimes, hein? Moi je ne suis pas venu pour vous accuser, je suis venu pour vous sensibiliser. Ben, vous n'êtes pas responsable, hein? Si vous ne connaissez pas des contes, c'est que personne ne vous en a raconté. Mais celui qui ne vous a pas raconté les contes là, est-ce que lui-même il connaissait les contes? S'il les connaissait, c'est un criminel culturel. C'est un criminel culturel. Et je ne vais pas être très éduqué, je vais répondre directement à celui qui a parlé de est-ce que l'oralité est un frein à notre émancipation? Qu'un jeune au XXIe siècle utilise ce mot émancipation. Ça veut dire que émancipation, ça veut dire que nous, on était le bas là, on va aller vers où? On va s'émanciper. Pour aller où? Pour ressembler à qui? Même les mots qu'on utilise montrent qu'on se considère comme en bas et qu'on doit monter. On va aller où? On va s'émanciper vers où? C'est le colonisateur qui nous avait dit, vous n'êtes pas parfait, votre cerveau n'est pas encore bon, vous n'avez pas de culture, vous n'avez rien. Je vais faire que vous montiez vers moi. Émancipez-vous. La question de l'oralité, est-ce que la transmission orale, les secrets qu'on gardait dans les familles, je vous pose juste cette question-là. Aujourd'hui, vous avez le vaccin anti-Covid.
Est-ce que les brevets, ils nous ont donné leur brevet là, leur secret là, ils nous ont donné ça? Hein? Ils ont donné. Et pourquoi il veut que le vieux là qui sait guérir les entorses là, il va lui aussi donner son brevet? Il va le donner à ses enfants parce que c'est son pouvoir économique. S'il perd cela, il n'a plus d'existence sociale. Et il faut le mériter. Une fois qu'il va identifier quelqu'un qui le mérite, il va le lui transmettre, mais il faut lui donner les signaux. Donc l'oralité n'a jamais été un frein pour nous. La preuve, aujourd'hui, la plus grande oralité, c'est le journal de 20 heures. À 20 heures, tout ce qu'on a vécu là, il y a un compteur qui est à la télé, BFM 1, et qui nous raconte. Et nous, on écoute. Et tout ce qu'il nous dit, on dit c'est vrai. Ce mode de transmission-là, il est archivé. Aujourd'hui, dans des bandes, etc. Mais il n'y a jamais eu de rupture de transition. Il y a eu éclatement de lieux de transition. Et l'éclatement du lieu de transition vient de notre habitat. Quand on habite dans une chambre avec 4 enfants, où est-ce qu'on a le temps de leur raconter quoi que ce soit? Est-ce que nous habitons en circularité ou est-ce que nous habitons en linéarité? Nous réfléchissons en cercle. Même quand on est 3 et quand on est assis, on ne se rend même pas compte, mais on s'assoit en cercle. À l'école où on nous enseigne, c'est frontal. Vous regardez nos rues, c'est frontal. Tout est frontal, tout est linéaire. Donc on a cette grande question-là. Les jeunes sont des victimes, mais des victimes responsables. Vous êtes victime jusqu'au CM2. À partir de la 6e, là, que vous prenez votre téléphone là, vous allez choisir de télécharger ce que vous voulez. Vous pouvez entrer sur Internet et télécharger le contenu culturel qu'il y a. Aujourd'hui, vous pouvez télécharger tous les savoirs liés à des choses que j'étais en train d'évoquer. Oui, vous êtes des victimes, mais certaines victimes sont parfois consentantes. Quelle est la responsabilité des jeunes dans cette crise sécuritaire-là? J'espère que la vie associative n'est pas morte ici. Parce que ces jeunes-là qu'on embarque dans la crise, et je le disais il y a 2 ou 3 ans à une télévision ici dans un débat public, ces jeunes qu'on embarque là, mais on les embarque parce qu'ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères, on vient les prendre. Mais quelqu'un qui a des repères forts du moins, on peut venir lui raconter tout ce qu'on veut, il ne sortira pas de chez lui. Parce qu'il sait qui il est. Il sait que lui, en tant que Peul, s'il est armé et s'il va attaquer telle communauté, il aura des conséquences sur lui. Mais ce jeune-là qui n'a aucune conscience du rapport de cousinage entre les ethnies, entre les groupes linguistiques, mais il est facile à emporter. Mais s'il est assis culturellement, s'il est intellectuellement assis, s'il est bien formé, on ne peut pas le manipuler. Et c'est ça le problème. Eux, ils vont chercher parmi les jeunes qui n'ont aucune culture. Donc, quelle est la responsabilité des jeunes? C'est une responsabilité d'information et de sensibilisation et d'alerte. Dans certains villages, quand les jeunes voient des personnes qu'ils ne connaissent pas, ils ont la responsabilité de l'arrêter en tant que groupe de jeunes et de l'identifier et de prendre les responsabilités. Je vous ai dit que l'espace public était géré par les jeunes qu'on appelait les barakoutis. Personne ne pouvait traverser l'espace public sans qu'ils sachent ce qu'il s'y fait. C'est une responsabilité. Vous avez la responsabilité de ne pas détruire l'Afrique de l'Ouest. Comme vous avez la responsabilité de ne pas prendre des pirogues pour aller vous livrer à l'Occident. Maintenant, l'Occident ne vient plus nous chercher, c'est nous qui allons nous livrer. Vous avez la responsabilité de rester et de vous battre, même si c'est dur et c'est compliqué. Je pense que ça, c'était la première question. La première question. La deuxième, Ouedraogo Fiab. Comment est-ce que les croyances africaines qui ont été impactées par les religions importées, les Africains, on pourrait être africains avec ces religions importées? Mais c'est très simple. Il ne faut pas confondre les religions révélées et les cultures qui les ont amenées. Moi, je suis musulman, mais je ne suis pas arabe. Je suis Wolof, fils de forgeron. Et je me comporte tel quel. À l'heure de prier, je prie. À l'heure de réciter le Coran, je récite le Coran, mais je ne suis pas un arabe. Je ne suis pas un arabe. Il y a des Sénégalais, vous les voyez traverser, vous savez que c'est des mourides. Vrai ou faux? Même sur l'identité vestimentaire, il y a une résistance culturelle. Il ne faut pas qu'on confonde. Les religions révélées n'ont pas une suprématie sur les religions traditionnelles. Il faut que chacun tienne sa place. Et ça ne veut pas dire que
KPG qui dit « moi je suis un traditionnaliste, ma religion c'est ma religion traditionnelle », en quoi on va lui dire que lui il est bloqué? Non, il n'est pas bloqué. Il faut qu'on sache que la pratique religieuse est une pratique privée. Elle est privée. Elle est totalement privée. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se convertir dans une religion et prendre la culture de l'autre. Les gens sont libres de se convertir dans toutes les religions. Bouddhistes, faites ce que vous voulez. Maintenant, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes musulman, tout ce qui est africain, il faut jeter. Vous êtes chrétien, tout ce qui est africain, il faut jeter. Mais les religions traditionnelles, là, elles sont tellement fortes que vous les chassez de l'église, elles créent leurs propres églises. À côté, et elles chantent et elles dansent. Et elles rentrent, vous les chassez par la fenêtre, ils reviennent par la porte de derrière. Donc pour moi, il n'y a pas de conflit possible. Il faut savoir être de la religion qu'on veut, mais garder sa culture africaine. Moi, je suis un Africain et je le revendique. Ma foi me concerne et ne concerne pas les autres. Et je n'ai pas à dire que mon enfant, pendant la circoncision, ne fera pas le kassak, qui est la cérémonie nocturne où on lui donne des chansons qui forment sa conscience. Je le fais jusqu'à présent. Il faut savoir quels sont les éléments qui ne sont pas en conflit. Et quand, je dis souvent que lorsque la religion musulmane est arrivée en Afrique de l'Ouest, elle a discuté avec les religions traditionnelles et dit, mais vous, religions traditionnelles, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Notre culture lui a dit, moi, je n'aime pas un enfant qui insulte les adultes. L'islam a dit, moi aussi. Le christianisme a dit, moi aussi. Il a dit, ok, moi, je n'aime pas quelqu'un qui vole. La religion islamique. Eh bien oui, je parle de la religion que je connais, excusez-moi. Eh bien oui, notre tradition a dit, nous, non, on ne connaît pas quelqu'un qui vole. Il dit, je n'aime pas quelqu'un qui ment. Il dit, oui. Donc, sur les valeurs, il n'y a pas de différence. Maintenant, sur les pratiques, quand quelqu'un va tuer un poulet pour faire son sacrifice, toi, tu es chrétien, tu es musulman, occupe-toi de ta religion. Pourquoi tu vas regarder ce qu'il fait? Est-ce que lui, il rentre dans ta mosquée, dans ton exil pour voir comment tu pries? La paix sociale commence par le respect de la diversité culturelle. Et la Convention 2003 sur le patrimoine culturel dit ceci: le patrimoine culturel doit permettre aux communautés de vivre en synergie. Et à l'intérieur d'une communauté, n'oubliez pas, on peut être tous des musulmans et des chrétiens, mais dans certains moments de doute, on redevient tous animistes. La troisième question posée par Adams, qui estime que la jeunesse est confrontée à plusieurs difficultés. Il voudrait savoir comment se départir, quand on sait que l'éducation pour l'essentiel vient de l'Occident, comment est-ce que le jeune Africain aujourd'hui peut se mettre au-delà des enseignements reçus pour conserver son africanité? Il faut comprendre. Je parle de recours au passé, je ne parle pas de retour au passé. Recours, c'est pas retour avec T. Il ne faut pas sortir ici pour dire professeur Massamba, il a dit il faut retourner au passé. On va passer par où? On a oublié même le chemin. Maintenant, comment recourir à ce passé-là? Mais c'est très simple. L'État burkinabé pourrait, dans le cadre de la radio scolaire, prendre la production de KPG, le compte à l'école, et dire aux compteurs, venez et faites des comptes à l'école. Moi, c'est ce que je fais au Sénégal avec le ministère de l'Éducation nationale. Je produis des émissions de comptes, puisque, comme l'a dit Madame la future présidente, comme, il faut dire Amine Antana, comme les parents sortent tôt, ils n'ont plus d'espace. Il faut être intelligent, il faut s'adapter. Je vous ai dit quoi en introduction? Que le patrimoine culturel immatériel, c'est son état actuel en 2021. En 2021, comme les maisons sont nucléarisées, comme nous sommes tous sur 200 mètres carrés, 150 mètres carrés, 20 mètres carrés, parfois 12 mètres carrés, on n'a plus ces moyens. Où sont nos enfants? Nos enfants sont à l'école maternelle. Où sont nos enfants? Nos enfants sont à la télé. Où sont nos enfants? Nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Mais allons les trouver là-bas. Et parlons-leur là-bas. Pourquoi le matin, avant de commencer un cours à l'école primaire, on ne devrait pas faire écouter à la radio nationale un conte dans une des langues? On a une 60aine de langues. Et les enfants vont apprendre à respecter les autres langues. Aujourd'hui, on a écouté dans telle langue, après on a écouté dans telle autre langue. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais professeur de français. Je demandais à mes élèves, dans les villages où j'enseignais, d'aller dans leur famille,
de prendre les contes dans leur langue et de venir nous raconter le conte dans leur langue et de nous le résumer en français. C'est comme ça que je leur ai appris la prise de parole publique. À partir du moment où ils connaissent un conte en langue, ils viennent, ils parlent et les autres apprennent à écouter la langue de l'autre. Les conflits communautaires, c'est comme ça qu'on les règle. 60 jours, chaque jour, une communauté entend sa langue à la radio nationale. Chaque jour, il ne va pas se sentir exclu. Il va entendre ses patrimoines et c'est à l'école. Les parents ne vont plus retenir les jeunes filles à l'école ou les faire sortir. Ils les retiennent, ils les font sortir parce que le savoir scolaire, comment on appelle encore, montre aux parents que ce qu'il sait n'est rien. Quand votre enfant arrive avec un cahier où tout est écrit en français, le maître lui dit « la terre tourne autour du soleil ». Il arrive, il dit à sa mère oh oui, comment on dit la terre là? Un peu là encore. Oh oui, la terre là, ça tourne. La mère lui dit quoi? La terre tourne, c'est quoi ça? La terre tourne. Non, la terre ne tourne pas. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais pour qu'il n'y ait pas de conflit, la pédagogie enseignait ça à l'élève très tôt à l'école. Pour qu'il n'y ait pas de conflit au début. Et que le parent, son savoir, soit conforme au savoir de l'enfant. Et quand l'enfant échappera au contrôle du parent, on lui dira que la théorie copernicienne dit ceci et dit cela. Si on n'efface pas ce conflit-là, ce gap-là, on aura des problèmes. La radio, la télévision doivent être les lieux. Moi, dès 1998, j'ai commencé à faire des émissions de contes à la télévision. Dès 1998, à la télévision. Et depuis 2000, tous les mercredis, en venant ici, je suis allé en studio et j'ai enregistré les émissions de contes que je dois diffuser. Depuis 2000, tous les mercredis, diffusion de contes en français et en wolof, simultanément sur la radio Sénégal Internationale, les mercredis et les samedis. Ça fait 21 ans. Vous multipliez 21 par 52, ça vous donne le nombre de contes que j'ai dit à la radio. Donc, l'école, oui, l'école doit être revisitée. Il nous faut une école burkinabé et pas une école au Burkina. Je tiens à préciser un petit détail. Quand Dr Massamba attaque les Peuls, il est forgeron. Donc, il y a la parenté à plaisanterie entre Peuls et forgeron. Non, les Peuls sont mes esclaves. Faut préciser ça. Voilà. Ce sont mes biens publics. Voilà. Sonda Mahmoudou, votre perception par rapport à certaines pratiques coutumières qu'on voit à l'écran, sur les chaînes de télévision ou sur la place publique, qui pour lui devrait demeurer secret, mais qui se retrouve sur la place publique? Ne vous en faites pas. Le patrimoine immatériel, dans sa fonctionnalité, obéit à 3 conditions. Un temps, un lieu et un espace. Il y a un temps pour faire un sacrifice, un lieu pour le faire et un espace pour le faire. Si on sort du temps, le sacrifice n'est pas valable. Si on sort de l'espace, il n'est pas valable. Et si on sort du lieu, il n'est plus opérationnel. Il devient folklorique et il n'a aucun effet. Quand quelqu'un voyait quelqu'un à la télé, il dit ça c'est un wak. Ce n'est pas un wak, c'est une démonstration de wak. C'est comme un kata de karaté à la télé. Vous regardez le gars, il peut sortir, il ne vous touchera jamais. Le kata ne sortira pas de l'écran. Mais les choses vraies là, vous les sortez, vous les faites à la télé, c'est votre dernière émission. Maintenant, vous avez des gens qui sont intelligents. Je les appelle les ambulants de la culture. Ce sont des courtiers de la culture et du patrimoine. Ils vivent de ça. Ils attendent 2 touristes qui arrivent. Ils commencent à gagner de l'argent. Et on va sortir le patrimoine. Mais si tu connais le patrimoine, tu les vois danser, tu entends battre, tu sais qu'ils sont à contre-temps. Tu vois les pas qui frappent, tu sais que c'est des pas féminins qu'un garçon danse. J'ai enseigné la sémiotique des danses africaines pendant plus de 15 ans à l'Institut national des arts de Dakar. Mais quand vous sortez du lieu, le sacrifice n'est plus opérationnel. Quand vous ne le faites pas dans le moment voulu, ce n'est plus opérationnel. Donc, ceux qui le montrent à la télé, soit ils veulent montrer que l'Afrique est ridicule, tant pis pour eux, parce que les Japonais font encore du sumotori, et personne ne dit que c'est ridicule. Oui, mais parce que ça vient de chez les Blancs, les Japonais. Soit
ils ne savent rien de ce qu'ils font. Mais si c'est des pratiques de foi, des pratiques religieuses, ceux qui sont dans la salle sont d'accord avec moi que les pratiques culturelles et cultuelles ne sont pas des pratiques à montrer à la télé ou à la radio. On a maintenant ce voyeurisme-là qui fait que même les danses des femmes, qui étaient des danses de groupe, cerclées entre des cercles de femmes, qui étaient initiatiques où on enseignait la sexualité à la femme, ces danses-là aujourd'hui sont exhibées dans les clips. Et après, celles qui les exhibent, elles cherchent des vues. Vues. Donc je pense que ça, il faut qu'on en reparle, et vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas leur place, mais allez-y, attaquez. Allez-y, faites-le. En tout cas, je ne sais pas si ça existe ou non, mais comme on dit, quand vous voyez un chien, vous ne savez pas s'il mord ou ne mord pas, ne me donnez pas votre doigt. Ça, au moins, vous allez échapper à ce chien-là. Mais c'est le voyeurisme, et on est dans une société de voyeuristes. La question suivante, Kambou Sié-Claude, à laquelle je pourrais dire qu'une réponse a été plus ou moins déjà apportée. Il s'agit de l'enrôlement des jeunes dans le terrorisme. Qu'est-ce que le patrimoine immatériel peut apporter comme solution? Mais je l'avais dit, hein, comme je dis, je le répète, ça, ce sont des débats que j'ai posés ici dans certaines télévisions publiques il y a quelques années. Et on posait la question essentielle. J'ai dit, mais un jeune qui est dans le village X, qui sait que dans ce village-là, que lui, s'il va dans l'autre village-là, s'il traverse la forêt la nuit, il y a telle famille, telle chose, voilà tel lien. Ce jeune-là, on peut lui proposer tout ce qu'on veut. Jamais il n'ira dans ce village-là pour le faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'un jeune doit faire? Il fait ce que grand docteur fait, le règlement là qui est dans la salle. Se retourner vers ces populations, leur parler, les accompagner, organiser des concerts et sensibiliser les jeunes. Faire des morceaux en moré et inviter un chanteur peul, le plus reconnu par la communauté, pour lui donner des espaces peul et qu'il parle à la communauté. Utiliser les moyens artistiques, utiliser les missions et descendre sur le terrain, parler aux jeunes. N'ayez pas peur. Si vous abandonnez cet espace-là, ils vont gagner. Ils vont gagner. Mais comme on est dans une société où personne ne veut mourir pour la communauté, personne n'ira. Il y en a qui me disent, mais lui, est-ce qu'il irait? Allez attaquer mon village de Koki et vous verrez si j'irai. Je pense que les jeunes ont une grande responsabilité. Et je souhaiterais aussi demander aux autorités de ne pas culpabiliser les jeunes. Pas exhiber les jeunes, de dire que tel a fait. Non, ils sont manipulés. Mais vous, les jeunes, là, votre responsabilité, c'est dès que vous voyez quelqu'un qui change, il faut lui parler. Parce que les changements, on les voit parfois, mais on fait comme si rien n'était. Question suivante qui a également eu une réponse, à savoir si la culture de l'oralité n'a pas été un frein à l'émancipation des pays africains. Je crois qu'on a déjà une réponse à cette question. La 7e, Nakanabo Soumaïla, le rôle et la responsabilité des jeunes face à leur identité. Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est aujourd'hui, quand on regarde les jeunes les plus en vue dans la société ouest-africaine ou africaine en général, qu'on considère comme les leaders, quand ils parlent, ils citent qui? Dans les années 50, les leaders jeunes citaient Mao. Ils citaient... Non, il n'y avait que Cheikh Anta et Kizerbo qui citaient des références africaines. Cette communauté-là, c'était pas que. Aujourd'hui, les jeunes citent qui? On cite qui? Thomas? Oui, on le cite pour montrer qu'on est africaniste ou qu'on aime le Burkina. Mais quand on entre dans sa chambre, est-ce qu'on trouve une photo de Thomas Sankara? Dans l'intimité, est-ce qu'il y a Thomas Sankara? Est-ce que quand il a un enfant, il lui donne le nom de Thomas Sankara? Discours public ambiant là, pour qu'on dise, ouais, lui là, il fait partie de Balai Citoyen, lui, il est fort, lui, c'est un sankariste. Être sankariste, ce n'est pas dans le discours, c'est dans l'attitude quotidienne par rapport à la rue, dans l'attitude quotidienne par rapport à la culture. Et l'identité, comme je vous dis, vos associations doivent être des associations orientées vers la quête de la culture. Organisez des associations, retournez dans vos villages et faites la collecte du patrimoine qui reste là-bas.
Vous avez un téléphone portable avec un enregistreur. Mais s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, mes chers amis, quittez Ouaga. Quittez Ouaga. Retournez au village de temps en temps. Prenez votre téléphone et dites, raconte-moi comment je suis né, qui je suis. Et en vous le racontant, vous allez retrouver la noblesse de nos familles. C'est comme ça qu'on va retrouver l'identité. Mais pas en se plaignant. Hein. Le temps qu'on met à se plaindre est un temps qu'on n'investit pas à combattre et à exister. Je ne suis pas de ceux qui pleurent, l'Afrique qui est morte. Je veux être de ceux qui sont debout et qui se battent pour que l'Afrique ne dorme pas. Question 8, Ouattara Rodrigue. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous pu nous faire coloniser? Ouattara Sié, pardon. Ouattara Sié. Sié. Je ne peux pas prétendre répondre, mais ce que je sais, c'est que la pire des colonisations, c'est la colonisation culturelle. La colonisation économique, elle est facile à renverser. Mais quand quelqu'un s'installe dans votre tête là, à l'intérieur, il manipule votre cerveau. Avant qu'il ne sorte là, ça c'est dur de... Parce qu'à chaque fois que vous voulez qu'il sorte, vous-même vous vous dites, mais s'il sort là, est-ce que moi je ne vais pas devenir fou? Quand on a pris les indépendances, je pense que la première grande erreur a été de n'avoir pas enseigné les langues africaines et enseigné dans les langues africaines. C'est pourquoi la majorité est restée en retrait. La grande colonisation, elle n'était pas économique, hein, elle était culturelle. Et nous qui avons été colonisés par la France a répliqué le modèle qui lui a été imposé par les Romains au 8e siècle. Parce que les Romains ont colonisé la France et ont appliqué un modèle culturel. Enseigner le latin, faire que pour être fonctionnel, il faut parler latin, faire que pour avoir de l'argent, il faut maîtriser la langue latine. Et au XVIe siècle, ils se sont dit, non, ça va, plus de latin. La première révolution, elle devait être linguistique. Deuxième chose, je pense que les premiers présidents des indépendances auraient dû ne pas habiter dans les palais où les colons habitaient. Ils auraient dû en faire des lieux de musée, parce qu'il ne faut pas effacer, et ils auraient dû construire des lieux, des palais conformes au tata traditionnel, à l'habitat traditionnel, pour montrer la rupture. Mais on a raté le coche. On devait avoir une école qui prenait en charge notre patrimoine, mais il n'est pas trop tard. Vous, votre génération, peut régler cette question-là en prenant la responsabilité. Mais si quand, voilà, on organise une conférence sur le patrimoine, les gens ne viennent pas, mais quand on dit il y a un concert de tel, tout le monde vient, on folklorise la culture, il est évident qu'on ne sortira pas du trou, ou bien on va sortir du trou comme la souris. Et on est dans le trou, les gars. Et on est dans le trou du serpent. Mais le serpent a peur, on a les moyens de sortir. Sortons avant que le serpent ne se réveille. La question 9 de Yelika Monique, qui a eu déjà un bout de réponse. Est-ce qu'il est possible de retourner à nos sources? Le professeur disait tout à l'heure qu'il parlait plus de recours que de retour. L'école étant obligatoire de 6 à 16 ans, qui constitue la période de socialisation. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette situation. Première chose, les mamans, les papas, ne confiez pas vos enfants le matin à la jeune fille qui travaille à la maison et que vous payez à la fin du mois. Réveillez-vous le matin et regardez votre enfant et parlez-lui. Et parlez-lui dans votre langue le matin. Il y a des valeurs qui sont dans nos langues. Il y a un mot en Wolof que je cherche en français. Par la grâce de Dieu, j'ai un doctorat en littérature, en lettres modernes. Je suis fils de paysan, j'ai appris dans une école de 3 classes où on ne parlait pas le français. Mais ce mot-là, je le cherche. En Wolof, on nous dit « Nit ku baax day jomb lii ». C'est-à-dire qu'une personne de qualité doit, maintenant je ne peux pas le remplacer, le mot-là, parce que si je dois le remplacer, je dois mettre avoir honte de faire, avoir la vergogne de, être
Mais le mot n'existe pas. Tellement c'est puissant, parce que quand on te formate avec ça, il y a des dérives sociales qui ne rentrent pas dans ton champ de vue. Mais le mot, il n'existe pas. C'est-à-dire que si un enfant, on ne lui parle pas le Wolof, ce mot, il ne l'entendra jamais. Parce qu'en ne parlant pas très tôt nos langues à nos enfants, en ne racontant pas le monde avec nos langues, ils se déconnectent de notre univers. Et lorsqu'on perd son imaginaire, on a un imaginaire d'emprunt et on installe un discours d'emprunt. Jusqu'à 7 ans, les parents sont totalement et entièrement responsables de l'imaginaire de l'enfant. Maintenant, l'école préscolaire, je dis, il faut aller revoir ce que chantent nos enfants. Mamé, voici Mamé, elle a 5 doigts. Moi, dans ma langue, 5 n'est pas la base des unités. 9 n'est pas la base des unités. Mais c'est 5. Nous, on ne dit pas 6, on dit 5 et 1. Jérôme Akben, 5 et 2. Je ne sais pas si dans votre langue, on dit ça. Est-ce qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans vos langues? Est-ce qu'on dit 5 et? En tout cas, chez les Peuls, on dit Djoyi Ego, Diego, Djedidi, Dietati, Dienaï, Sapo. Mais cet enfant-là, quand il arrive à l'école, on déstructure son intelligence mathématique. Et là, les pédagogues dans la salle doivent penser à ça. Quelle est la solution? La solution, c'est reconquérir l'imaginaire de l'enfant en lui parlant le matin et avant qu'il ne se couche, en lui parlant et en lui racontant des histoires dans nos langues. L'enfant a un imaginaire encore à construire. Maintenant, j'ai la chance de faire partie d'un groupe d'experts. On est autour de 200 choisis dans le monde pour repenser aujourd'hui l'enseignement, l'intégration de la culture dans le système scolaire. On est en train de construire des projets pour le monde et nous, on essaie de porter cette voix africaine où on leur dit il y a des antivaleurs qu'on ne mettra pas dans notre école. Ce qui est valeur chez vous peut être antivaleur chez nous. Ce qui est valeur chez nous peut être antivaleur chez vous. On ne vous impose pas nos valeurs comme antivaleurs, ne nous imposez pas les vôtres. Donc on est en train de révolutionner le système scolaire mondial et en tant qu'expert africain, moi personnellement, je me battrai. Et je travaille avec Sidi Traoré, qui est un expert aussi du pays. On est en train de nous battre pour que le système scolaire change. Et que très tôt, on reconquiert l'imaginaire de nos enfants. Mais il n'y a pas de secret, madame. Il n'y a pas de secret. Le jour où vous serez président de la République, réglez cette question de quoi enseigner aux enfants avant 7 ans. Un enfant ne pleure jamais pour un jouet dont il ignore l'existence. Un enfant qui n'a jamais vu un avion, il ne va jamais dire à son papa, achète-moi un avion. Un enfant qui n'a jamais vu une vache ne dira jamais, je veux acheter une vache. Faisons que nos enfants pleurent pour des jouets conformes à notre imaginaire. Quand vous achetez des pistolets, que des pistolets à votre enfant le 24, s'il est devenu agresseur, c'est de votre faute. Quand à chaque fois que le papa arrive, c'est ton papa est où? Il est en train de se laver. Hey, ouvre son portefeuille, donne-moi 1000 francs. Vous lui apprenez à voler. Quand à chaque fois que votre enfant revient, votre maman là était où? Ah, ma maman aujourd'hui, elle a amené tout le quartier ici. Vous apprenez à votre enfant à mentir. 0 à 7 ans, on installe tout. 7 à 14 ans, on formate la conscience. 14 à 21 ans, on installe les préceptes sociaux. 21 à 28 ans, on l'amène au stage de la responsabilité. C'est pourquoi le cycle de formation en Afrique était basé sur le cycle de 7 ans. Et on va me dire qu'on n'est pas intelligent. Pourquoi le blanc là, quand il est arrivé, il a dit les enfants ne vont pas à l'école avant 7 ans? Vous avez lu en Pateba la hiérarchie des âges qui monte jusqu'à 63 ans et qui redescend? La courbe des âges existe en Afrique. Jusqu'à 7 ans, il y a ce qu'il faut mettre. Bon, on continue là. Ok, la toute dernière question de Natama Asso, parlant de l'indépendance économique, mais il a plutôt voulu parler de l'autonomie dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on parvient à autonomiser le jeune quand on sait que les terres se font de plus en plus rares? J'avais mis avec un ami un programme à la télévision qui s'appelait Ferme Factory au Sénégal. Ferme Factory, c'était quoi? C'était, il y a les téléréalités en Europe. On veut mettre des téléréalités au Sénégal. Mais nous, est-ce qu'on a le droit de faire des téléréalités où les gens vont s'embrasser ou choisir des maris comme ils veulent?
On s'est dit, OK, comme telle réalité-là existe, comment coloniser le programme occidental et le tropicaliser? Les plus anciens, ils connaissent ça. Les premiers télévisions qui venaient d'Europe, là, il y avait une pièce qu'on a enlevée. Et on appelait ça tropicaliser. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va faire une compétition entre les jeunes. Vous voulez venir sortir à la télé? On va faire une compétition. Vous allez sortir à la télé, mais pendant 4 mois, on va vous mettre dans des fermes. Et dans ces fermes, vous allez apprendre à cultiver. Et les meilleurs qui auront les meilleurs plans, les meilleures récoltes, l'État du Sénégal va leur offrir des fermes. Aujourd'hui, les 30 sont des fermiers et aucun d'entre eux n'a quitté le pays. Ils y sont. Allez sur Internet, allez sur Google et tapez Ferme Factory. Toutes les télévisions du monde, les grandes télévisions sont venues filmer ce processus-là parce que c'était révolutionnaire. Le salaire est notre problème. Nous voulons tous être des salariés. Mais on peut être des salariés en étant dans l'auto-emploi. Mais nous voulons tous être dans un bureau. Comme moi. Sauf que moi, KPG le sait, je suis un fonctionnaire cultivateur. La terre là, c'est pas fini. Si dans ta zone là, on a attaqué, dans l'autre village, on n'a pas attaqué là, tu peux aller cultiver là-bas. Je ne demande pas foncièrement à tout le monde d'aller cultiver. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une indépendance économique si le cacao qui est fait ici nous revient sous forme de chocolat et qu'on achète à la boutique d'en face parce qu'on est incapable de transformer ça ici? Oui, les jeunes doivent comprendre qu'un étudiant d'aujourd'hui, pendant les vacances, doit pouvoir avoir un paquet de mouchoirs et le vendre chaque jour et se dire, à l'ouverture de l'université ou des classes, je ne demanderai pas de l'argent à papa et à maman, mais mes mouchoirs que je vends vont me servir d'acheter mes fournitures. Oui, il faut arrêter d'être des bourgeois. Le jeune étudiant ouest-africain francophone est un bourgeois. Il attend sa bourse, il attend son aide. Quand il ne le reçoit pas, il fait une grève. J'ai le temps de raconter une petite anecdote d'une minute. Allez-y. Quand dans notre village, il y a eu les premières télévisions noires et blancs, là, on est allé voir notre papa, on lui a dit, papa, on veut une télévision. On faisait les enfants de petits fonctionnaires, là. Il dit, ah, vous voulez une télé? Il dit, oui, on veut une télé. Il dit, je vais vous acheter une télé. On n'avait rien compris. On a dansé dans nos chambres, là. Dans nos cases, je devrais dire. Le lendemain matin, mes chers enfants, vous savez ce qu'on a trouvé au milieu de la cour? Un sac d'arachides de graines de 50 kilos. Il a dit, c'est ça votre télé. Il pleut, vous ne faites que football. Vous voulez votre télé? Il y a les champs, les chevaux sont ici, les machines sont là. Allez cultiver. Les gars, on a cultivé. On a récolté nos arachides. On a eu 300 000 francs. On était dans les années 80. C'est beaucoup d'argent. C'était le salaire d'un ministre. On a envoyé quelqu'un à Dakar. Il a acheté une petite télé noir et blanc. On a acheté une batterie de voiture là. 12 volts, quoi ça s'appelait. Après, on a acheté l'antenne là, 18 éléments. Et comme le village là était éloigné, on a cherché 30 mètres de câble pour que l'antenne touche les étoiles. Pour qu'on puisse avoir des images en noir et blanc. Cette télé-là, elle a fait 30 ans dans la maison, elle n'est jamais tombée. Pour la sortir, on la prenait à 2 et on la serrait fort, parce qu'on savait d'où venait la télé. L'autre anecdote que je vous raconte, c'est dans mon village, il y a une famille, le papa les appelle, et c'est des histoires vraies que je vous raconte. Il dit, je veux que vous changez la porte de la maison, il faut mettre une porte en fer. Les deux enfants, l'un est en première année d'université, l'autre est en début de stage. Ils font 2 pas, ils les appellent. Vous savez, les vieux forgerons, là, comment ils parlent? Il dit, vous êtes en train de dire le vieux là, comment là, en Wolof?
Ça veut dire que le vieux là, c'est un con. Il dit faire ce qui est en capacité. Faire ce que vous avez les possibilités de faire, ce n'est pas une action d'éclat, c'est une nécessité sociale. On mesure la grandeur de l'acte humain à la hauteur de la difficulté à la réaliser. Cherchez-moi cette porte et la ramenez. Je sais que vous n'avez pas d'argent, mais cherchez-moi cette porte. 1 mois après, la porte de 35 000 était posée. Et les jeunes, quand je leur parle, ils sont devenus de vieilles personnes. Maintenant, ils me disent, on a compris qu'ils voulaient nous dire, se réaliser, ce n'est pas faire ce qu'on est en mesure de faire. Se réaliser, c'est atteindre l'impossible. Car la limite, the sky is not the limit. The limit is your goals. Le ciel, ce n'est pas la limite. La limite, ce sont tes ambitions. Et c'est comme ça qu'on nous éduquait à partir du patrimoine. Tu veux une télé, va cultiver. Faites une porte. Celui qui sait faire une porte pour son père saura faire une maison pour ses enfants. Le terrorisme est un bon prétexte autour duquel on va se cacher pour ne pas aller cultiver. Va cultiver. Je pense que c'était les 10 questions et je pense avoir donné 10 réponses. Mais j'avais dit que je ne garantissais pas la qualité de ce que je disais. Merci, Dr Massamba. Nous allons tous ovationner une fois de plus, docteur. Merci beaucoup. Encore une dernière fois. Il est vrai que le docteur Lee, lors de sa dernière conférence, nous avait dit qu'en Afrique, on applaudissait que dans 2 cas. Lorsqu'un enfant tombait et qu'il se relevait, on applaudissait pour l'encourager. Et lorsque les guerriers revenaient de guerre. Mais une fois de plus, nous lui avons dit en son temps, par l'intermédiaire de Bintou, on va considérer que Massamba est un guerrier de la parole, raison pour laquelle nous applaudissons, est un guerrier qui nous permet de reconquérir notre patrimoine immatériel, comme vous avez pu le suivre lors de cette conférence, qui est très important à reconquérir, parce que nous sommes pratiquement le dernier maillon. Cette jeunesse que nous sommes, constituons ceux qui avons encore des bribes. Lui, il parle avec beaucoup d'aisance, parce qu'il est d'une certaine génération. Il peut retourner, ou du moins faire recours à ce patrimoine avec une certaine aisance. Mais parmi nous ici, il y a un certain nombre, effectivement, qui ne seront pas à mesure de donner 2 comptes, ou même un seul compte, dans leur langue maternelle. Il y en a beaucoup. C'est aujourd'hui la majorité. Donc nous sommes le dernier maillon. Et si nous ne travaillons pas à reconquérir ce patrimoine immatériel, je me demande bien ce que seront nos enfants. Et nos enfants vont nous demander des comptes. Cette fois, pas le compte C-O-N-T-E, mais le compte C-O-M-T-E. C-O-P-T-E. Et dès qu'on parle de compte à ce niveau-là, on parle de jugement, on parle de tribunal, ça peut créer le clash. Souhaitons que cela ne nous arrive pas. Merci une fois de plus à Dr Massamba. Nous allons appeler ici Eric Zongo, qui est membre de l'association African Golden, pour remettre une attestation au docteur. Avant qu'il n'arrive, je vais donner quelques informations, parce qu'il faut dire que Dr Massamba est également écrivain-auteur, c'est son dernier ouvrage, à oratoire auto-régénérescence du conte. Il faudrait effectivement travailler à promouvoir les contes dans nos différentes langues. Il a écrit d'autres ouvrages, Héritage et autres contes, Modou le riche bavard, Tout compte fait, C-O-N-T-E, Sénégalité et le totem. Donc, ce sont des ouvrages que vous pourriez avoir pour ceux-là qui seraient intéressés pour avoir un minimum de connaissances sur les écrits du docteur. Eric Zongo, membre de l'association African Golden, va remettre cette attestation au docteur Massamba. African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Avant que je donne la parole au président pour clore cette communication, je vais faire un clin d'œil
aux candidats de l'association Propulse, qui étaient là, il y a un mois de cela, qui sont des jeunes qui ont eu des parcours qu'ils sont venus partager avec l'ensemble des personnes qui étaient dans cette salle. C'était des jeunes de 22 à 28 ans, mais qui, à cet âge-là déjà, ont déjà, ou du moins avaient déjà réalisé tellement de choses que nous avons voulu les présenter en modèle à travers, comme je l'ai dit, l'association Propulse. Je vais leur demander de se lever. Gloria, Stéphanie. Sybilla, c'était la plus jeune candidate lors des dernières élections législatives. À 23 ans, elle était à la tête de liste du Kadiougo pour le mouvement Le Sens. Voilà. Donc, continuez sur cette voie. Sur ce, je donne la parole au président de l'association African Golden pour nous dire un mot non seulement sur l'association, sur les prochaines activités et effectivement pour clore cette présente communication. Merci. Merci à Saré pour cette belle modération et merci à vous encore d'être venus ici ce soir. Nous allons nous reposer parce que dans notre association aussi, il y a des vacances pour mieux revenir à la rentrée. C'était la dernière conférence de cette année. Une année qui a été très dynamique pour nous, très intense, dans la mesure où nous n'avons pas pu vous offrir l'ensemble des conférenciers que nous voulions parce que organiser une conférence comme celle que nous avons ici aujourd'hui nécessite beaucoup de moyens, non seulement des moyens financiers, mais des moyens en termes de ressources humaines, des moyens logistiques, des moyens techniques. Et notre association fonctionne sur la base seulement de ses membres fondateurs uniquement. Nous avons parfois des personnes de bonne volonté qui nous aident, comme ce fut le cas pour cette conférence, et nous savons les remercier. Et nous vous demandons, à vous qui nous suivez, que ce soit à travers les écrans ou qui participez à nos conférences, de nous venir en aide afin que nous puissions avoir la force d'abord, le courage et la volonté de poursuivre ces conférences-là. Parce que par moments, face aux contraintes, n'eût été le courage et la volonté de faire, nous avions longtemps jeté l'éponge. Mais convaincus qu'il nous faut reconquérir nos consciences, nous sommes dans cette conviction que pour construire, pour bâtir, il faut d'abord un bon matériel. Et le matériau, c'est vous, c'est nous, et il faut qu'on commence par là. Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci pour l'intérêt que vous accordez à nos conférences. À ceux qui nous suivent depuis l'étranger, sur notre page Facebook, nous avons beaucoup de messages, de remerciements et d'encouragements. Je tiens ce soir à vous remercier. Nous lisons l'ensemble des messages, même si nous n'arrivons pas à répondre individuellement à chacun et à chacune. Nous savons que vous nous suivez et que vous êtes vraiment intéressés par ce que nous faisons. Dès la rentrée, nous avons des conférenciers de renom qui viendront et de l'étranger, mais aussi de notre milieu national. Et nous espérons avoir la force et le courage de vous offrir encore davantage ces conférences-là. Au peuple burkinabé, moi je demande d'être courageux, de nous redresser, de ne pas baisser la tête et de faire confiance en l'avenir. Parce que moi j'ai foi que nous allons ensemble, dans la solidarité et dans le désir de construire une nation prospère et dans la paix, nous allons ensemble réussir. Merci à vous qui êtes là. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, la télévision BF1 qui permet à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir bénéficier de ces riches enseignements. Je remercie également Omega Vision qui nous accompagne dans la conception de nos certificats, de nos cartes visuelles et de l'ensemble des visuels. Spectre Picture pour les images. Et puis, dernier remerciement, mais non des moindres, à l'ensemble du public ici ce soir. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci pour ce que nous faisons ensemble. Massamba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.